Quelle que soit la manière de raconter une histoire par des livres, des séries, des films, le genre que j'ai toujours préféré, c'est celui de la science-fiction. Et bon nombre d'œuvres classiques de la SF m'ont marqué. Il y a un truc avec ce genre-là qui te permet d'analyser l'histoire de l'homme, notre comportement dans notre présent, et même donner une idée de ce que notre futur pourrait donner. Et ça permet surtout de faire une réelle introspection de l'homme avec un grand H, de savoir ce qui nous définit en tant qu'humain, décortiquer nos émotions et nos réactions. Une série comme Black Mirror a cet objectif-là. Chaque épisode est une claque qui te fait réfléchir longtemps. Rien que le premier épisode de la saison 1 en montre beaucoup. En livre, on a 1984 qui te permet d'imaginer un futur dystopique et de se rendre compte du côté malsain de la technologie liée au totalitarisme. On a aussi l'exemple de La Planète des Singes, en livre comme en film, qui se base sur une remise en question de nos instincts primitifs. Et en film, bon nombre de classiques ont marqué des générations. C'est un domaine dans lequel il est dur de créer, car ça demande beaucoup de moyens, mais beaucoup de films nous ont transportés dans d'incroyables aventures et nous ont permis un réel questionnement. Dans cette vidéo, il est question d'un de ces classiques, qui a eu le droit à une suite qui est sortie mercredi dernier dans nos salles. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans la séance du dimanche. Aujourd'hui on va parler du film Blade Runner et de sa suite qui vient de sortir. A la base, je devais parler que du premier film Blade Runner, mais comme j'ai eu la chance de voir le nouveau cette semaine, je vais vous parler des deux films, car je leur trouve beaucoup de similarités. Bien entendu, je vais pas faire une critique du film qui vient de sortir dans cette vidéo, je vous laisse le temps de le découvrir, j'ai pas envie de vous influencer, mais je vais juste parler de quelques points ressemblants avec le premier film, sans spoil bien entendu. Comme d'habitude, commençons par le commencement. Blade Runner est un film réalisé par Ridley Scott, avec un scénario de Hampton Fancher, qui travaille aussi sur celui qui vient de sortir cette semaine. Il est sorti en 1982, et il a comme acteurs principaux Harrison Ford, Rutger Hauer et Sean Young. L'histoire, inspirée d'un livre de Philip K. Dick, se situe en 2019. Une entreprise au nom de Tyrell Corporation a créé des androïdes ressemblant réellement à l'homme, qu'on appelle réplicants, et dont les humains se servent comme esclaves pour tout, mais surtout pour la colonisation d'autres planètes. Bien entendu, il y a eu révolte, et donc maintenant les réplicants sont interdits sur Terre, et ils sont éliminés par des unités policières spéciales appelées Blade Runner. On suit les aventures d'un de ces Blade Runner, Rick Deckard, interprété par Harrison Ford, qui a comme mission d'éliminer des réplicants repérés sur Terre. Une histoire donc basique, qui est placée par un texte en introduction, et un dialogue résumant toute la mission de Deckard. Une intrigue donc simple en apparence. 6 replicants, 3 male, 3 female. They slaughtered 23 people and jumped a shuttle. Alors pourquoi ce film me fascine ? Tout d'abord, pour ses différentes versions, en effet ce film est paru sous 7 versions différentes, et 3 versions des 7 du film sont réellement importantes. La première, celle de 1982, décidée par les producteurs avec une happy ending, celle de 1992, une director's cut par Ridley Scott, avec une fin différente et une nouvelle scène de rêve pour le personnage principal, et enfin celle de 2007, un final cut totalement fait par Ridley Scott qui lui permet de réaliser la version complète qu'il voulait et de maîtriser artistiquement son projet. Rappelant encore la problématique de savoir à qui appartient un film lors de sa création, est-ce qu'il appartient à son auteur, c'est-à-dire son réalisateur, ou alors à ceux qui ont financé sa réalisation, donc ses producteurs. En tout cas, j'ai vu la Final Cut, et je vais parler de cette version-là dans la vidéo. Le film en lui-même est incroyable et marqué par plusieurs aspects. Déjà par la beauté de ses plans et de ses effets spéciaux, c'est un critère qu'on retrouve aussi dans le nouveau film qui vient de sortir, la mise en scène, les effets spéciaux, la photographie, ces films sont vraiment beaux à voir. Malgré le fait que le premier soit réalisé en 1982, il vieillit pas du tout, et on peut le regarder, il est vraiment pas dégueu. Et ça grâce à une vraiment bonne utilisation des miniatures par Ridley Scott. Il y a aussi des plans singuliers à Blade Runner, avec beaucoup de jeux de lumière, certaines scènes avec des spots, ça donne un effet de surveillance sur les personnages. Ensuite, il y a aussi un réel travail lié à l'ambiance du film. C'est un des premiers films à avoir réalisé une vraie ambiance cyberpunk. C'est un film qui est très sombre dans ses couleurs, où il pleut tout le temps, rempli de bâtiments, avec plein de néons, plein de pubs et une totale absence de la nature ou d'autres êtres vivants. Dans Blade Runner 2049, c'est encore plus poussé avec des pubs en hologramme de partout et des grands logos. L'ambiance est encore plus soulignée par les musiques incroyables des deux films. La première, composée par Vangelis, utilise pas mal de synthé pour le côté SF, mais aussi pas mal de jazz pour les titres liés à l'amour. Une soundtrack vraiment incroyable qui souligne encore plus l'atmosphère se dégageant de l'image. Hans Zimmer a bien entendu aussi fait une réelle soundtrack qui accompagne l'histoire, mais elle ne marque pas autant que celle de Vangelis. Bien que ces aspects participent grandement au succès de ces films, parce que Blade Runner 2049 va être un succès, le plus intéressant reste les différentes thématiques qui se dégagent de ces films à travers l'univers créé et les questionnements liés à l'avancement de l'intrigue principale. J'aurais pu donc vous parler dans cette vidéo du monde dans lequel Deckard évolue, un monde où l'on colonise d'autres planètes, où la présence de la nature a totalement disparu, au point de devenir étonné lorsqu'on voit un réel animal ou un arbre, parler de la différence d'environnement entre les pauvres et les riches, ou encore des thématiques liées aux technologies et aux modernités, parce que je vous rappelle que 2019, c'est dans 2 ans. Mais je préfère vous parler des thématiques se dégageant des dialogues et des situations liées à l'histoire, et traiter surtout la question qui a provoqué un grand débat chez les fans, est-ce que Deckard est un réplicant ou pas ? Mon but n'est justement pas de répondre à cette question, des indices par rapport aux 2 réponses possibles sont trouvables partout sur internet, et même des avis du réalisateur, d'Harrison Ford qui le joue et des personnes ayant participé au projet. Mais justement, l'intérêt pour ce film n'est pas de trouver une réponse précise, mais de s'être posé la question. Cette problématique crée une réelle profondeur au film et entretient un réel débat philosophique pour savoir ce qui fait de nous des êtres humains, comment savoir ce qui nous définit. Plusieurs éléments de l'intrigue soulignent ce questionnement à travers différents aspects. Un des éléments qu'on remarque en premier, c'est cette focalisation sur les yeux. D'abord parce que c'est le premier moyen de savoir si quelqu'un est un réplicant ou non, lorsqu'il y a présence de cette lueur orange, mais au-delà de ça, on pense à la connotation directe aux yeux étant le reflet de l'âme. D'ailleurs,
Roy décide d'abord de rencontrer celui qui a fait ses yeux, et lorsqu'il veut tuer son créateur Tyrell, il se concentre sur ses yeux. Le test de Von Kampf, qui permet de déterminer si la personne est un répliquant ou non, se concentre encore sur ces éléments précis de notre corps, comme s'il contenait une partie de nous. Encore, faut-il savoir ce que nous sommes ? Et cette question est souvent posée dans ce film. L'élément le plus évident lié à ça, c'est le cas de Rachel, qui ne sait pas que c'est un répliquant, avec cette fameuse phrase de Descartes. Ce qui est assez surprenant, car nous ne savons pas ce qu'est le héros principal, et c'est toute la question. On nous le suggère encore avec plusieurs dialogues, quand par exemple Rachel lui demande s'il a déjà passé le test. Par la suite, on se retrouve avec la problématique des souvenirs. Est-ce que nous sommes définis par l'ensemble de nos souvenirs ? Et on a encore le dialogue entre Descartes et Rachel, et le fait que Rachel ait des souvenirs faits de toutes pièces. Au fil de l'histoire, on a aussi d'autres problématiques qui se rajoutent, sur l'amour notamment, avec l'histoire encore entre Descartes et Rachel. Peut-on tout aimer, même un être artificiel ? Et cette problématique a été reprise ensuite par pas mal de films SF comme Her ou encore Ex Machina. On a ensuite des questions liées à nos origines ou encore liées à notre envie d'échapper à la mort. C'est toute la problématique du personnage de Roy, qui fait tout pour trouver son créateur Tyrell et lui demande de le modifier pour empêcher sa mort imminente. Tout ça pour finir sur un grand monologue mémorable du personnage de Roy, décrivant son vécu et ce qui l'humanise, avec en plus un Descartes contemplant la personne qui a montré le plus d'humanité en le sauvant. À se demander presque si Descartes est pas moins humain que Roy au final. Malgré tout ça, on peut avoir beaucoup de mal avec ce film, et j'en ai eu la première fois que je l'ai vu, car pour pouvoir poser toutes ces problématiques, Ridley Scott a imposé un rythme assez lent, pour que rien ne nous échappe. Ce film est fait de manière super intelligente, il faut plusieurs visionnages pour bien comprendre l'intrigue et les questionnements qui s'en dégagent. Pareil pour Blade Runner 2049, qui pousse encore plus toutes les interrogations que j'ai décrites avant. Ce ne sont pas des films simples que l'on peut critiquer à chaud directement après les avoir vus. Ce sont de réelles expériences qui font vraiment écho en nous et qu'il faut vraiment analyser avec nos propres opinions et nos propres vécus. Ce sont de bonnes intrigues avec des réelles problématiques de fond, une esthétique soignée et une réelle ambiance développée. Des films travaillant incroyablement le fond et la forme. Et personnellement, j'ai envie d'en voir plus des films comme ça. Et voilà, c'est la fin de ce SDD, j'espère qu'il vous a plu. J'ai essayé au maximum d'analyser ce qui se passe dans l'intrigue de Blade Runner, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager pour faire découvrir la chronique à beaucoup plus de monde, et à commenter et donner votre avis sur le film, c'est-à-dire celui qui vient de sortir, et l'ancien de 1982. C'était Aria pour HMC Prod, bonne séance à vous, peace.